La responsabilité extraordinaire qui pesait sur nos épaules pour mener à bien la mission en tant que second humain à avoir posé le pied sur la Lune lors de la mission historique Apollo 11. Deuxième homme à poser le pied sur la Lune lors de la mission historique Apollo 11. Le silence de Buzz Aldrin sur son expérience lunaire a longtemps intrigué le monde. Cependant, les récents aveux d'Aldrin ont déclenché une tempête de spéculation et de curiosité. De quoi Aldrin a-t-il été témoin sur la surface lunaire et comment cela pourrait-il changer notre approche de l'exploration lunaire? Rejoignez-nous pour découvrir les révélations de Buzz Aldrin et explorer les implications de ces aveux tant attendus. Bienvenue sur Voyage Quantique. La Lune était le dernier grand objectif de la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique. Tout a commencé lorsque les Soviétiques ont lancé Sputnik 1, le premier satellite artificiel dans l'espace autour de la Terre, le 4 octobre 1957, ce qui a surpris les États-Unis et les a fait craindre que la technologie soviétique soit meilleure. Les États-Unis ont donc commencé à explorer davantage l'espace par l'intermédiaire de la NASA. Puis les Soviétiques ont récidivé en envoyant Youri Gagarin dans l'espace le 12 avril 1961 à bord de Vostok 1, Gagarin devenant ainsi la première personne à faire le tour de la Terre dans l'espace. En réponse, le président John F. Kennedy a déclaré qu'il ferait atterrir un astronaute américain sur la Lune et le ramènerait sain et sauf avant la fin des années 1960, ce qui a donné le coup d'envoi du programme Apollo. Le grand moment de cette course a été la réussite de la mission Apollo 11, le 20 juillet 1969. Les astronautes américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont devenus les premières personnes à marcher sur la surface de la Lune. L'étude de la Lune est importante non seulement pour la politique, mais aussi pour comprendre la formation et l'évolution des planètes dans notre système solaire. Elle permet également aux scientifiques d'en savoir plus sur l'histoire de la Terre, et la Lune pourrait servir de point de départ à de futures missions d'exploration du reste de l'espace. D'un point de vue culturel, la Lune fascine les gens depuis des siècles, inspirant des histoires, des mythes et des œuvres d'art. Le célèbre astronaute Buzz Aldrin a récemment fait part de son point de vue sur la face mystérieuse de la Lune, en s'appuyant sur son expérience lors de la mission Apollo 11. Aldrin, l'un des premiers hommes à avoir atterri sur la Lune en 1969, a donné un point de vue unique sur cette région inexplorée, soulignant les défis et les merveilles de l'exploration lunaire. Son récit offre un aperçu de première main des paysages captivants et des caractéristiques géologiques de ce territoire lunaire sauvage. Né sous le nom d'Edwin Eugene Aldrin Jr. le 20 janvier 1930 à Buzz. Aldrin est largement reconnu pour ses rôles d'astronaute, d'ingénieur et de pilote de chasse. Il a notamment effectué 3 sorties dans l'espace au cours de la mission Gemini 12 en 1966 et a été le pilote du module lunaire Eagle lors de la mission historique Apollo 11, au cours de laquelle il est devenu la deuxième personne à marcher sur la Lune. Le parcours académique d'Aldrin a commencé par l'excellence à l'Académie militaire des États-Unis à West Point, où il est sorti 3e de sa classe en 1951 avec un diplôme d'ingénieur en mécanique. Il a ensuite servi comme pilote de chasse dans l'armée de l'air américaine pendant la guerre de Corée, effectuant 66 missions de combat et se distinguant en abattant 2 avions MiG-15. Aldrin a poursuivi ses études en obtenant un doctorat en astronautique au MIT, devenant ainsi le premier astronaute titulaire d'un doctorat. Toutefois, c'est son rôle en tant qu'astronaute de la NASA qui a consolidé sa place dans l'histoire et lui a valu le surnom de « Buzz ». Ce nom emblématique a même inspiré des personnages de fiction tels que Buzz l'éclair de la franchise Toy Story. Après une carrière estimée à la NASA, Aldrin est devenu commandant de l'école des pilotes d'essai de l'armée de l'air américaine jusqu'à sa retraite en 1972, après 21 ans de service. Il a été un fervent défenseur de l'exploration spatiale, en particulier d'une mission humaine vers Mars. Aldrin a également créé l'Aldrin Cyclé, une route spatiale qui rend le voyage vers Mars plus efficace en termes de temps et de carburant. Ses contributions significatives à l'exploration spatiale lui ont valu des honneurs tels que la médaille présidentielle de la liberté en 1969, mais son succès n'a pas été facile à obtenir. D'abord rejeté en raison de son manque d'expérience en tant que pilote d'essai, Aldrin s'est représenté lorsque la NASA a modifié ses critères, exigeant soit une expérience en tant que pilote d'essai, soit 1000 heures de vol en avion à réaction, dont plus de 2500 heures de vol, y compris 2200 en avion à réaction. Aldrin a dépassé les qualifications et a été sélectionné comme l'un des 3 membres du groupe d'astronautes de la NASA en octobre 1963. Le rôle d'Aldrin dans le programme Gemini a renforcé son importance dans l'exploration spatiale. Initialement membre de l'équipage de réserve de Gemini 10, il a été promu, avec Jim Lovell, membre de l'équipage principal après la mort tragique de l'équipage initial dans un accident d'avion.
Ce changement inattendu a propulsé Aldrin dans un rôle de leader, ce qui lui a permis de contribuer de manière significative aux missions spatiales lors de la mission Gemini 12, lancée le 11 novembre 1966. Aldrin a franchi plusieurs étapes importantes, notamment des rendez-vous réussis, des manœuvres d'amarrage et de multiples sorties extravéhiculaires, établissant des records et contribuant de manière significative à la réalisation d'objectifs scientifiques. Le 16 juillet 1969, environ 1 million de personnes ont assisté au lancement d'Apollo 11 depuis différents endroits près de Cap Canaveral, en Floride. Ce lancement a été retransmis en direct à la télévision dans 33 pays, et environ 25 millions d'Américains l'ont suivi, ce qui en fait un moment important dans l'histoire de l'exploration spatiale. Apollo 11 a décollé à 13h32, temps universel coordonné, du complexe de lancement 39 du Centre spatial Kennedy, se plaçant en orbite terrestre 12 minutes plus tard, puis commençant à se diriger vers la Lune après avoir fait le tour de la Terre une fois et demie à l'aide de son 3e étage de moteur SVB. Le 19 juillet, Apollo 11 est passé derrière la Lune et a allumé son moteur pour se mettre en orbite lunaire. Pendant une trentaine d'orbites, l'équipage a vu l'endroit où il allait se poser, dans la mer de la Tranquillité méridionale. Le lendemain, Aldrin et Armstrong sont montés dans le module lunaire appelé Eagle, et se sont préparés à atterrir sur la Lune à 17h44. L'Eagle s'est séparé de Columbia, la partie principale d'Apollo 11. Aldrin a donné des données de navigation importantes à Armstrong alors qu'il descendait vers la surface de la Lune pendant l'atterrissage. L'ordinateur du module lunaire a eu des problèmes, Armstrong a donc dû atterrir manuellement, avec très peu de carburant restant. L'atterrissage a eu lieu le 20 juillet. Aldrin, qui était également un ancien presbytérien, a célébré une cérémonie religieuse sur la Lune, ce qui était une première dans l'exploration spatiale. Après cela, ils se sont préparés à une sortie dans l'espace, et Aldrin a marché sur la Lune le 21 juillet 2119 minutes après Armstrong, faisant d'eux les premières personnes à marcher sur la Lune. Ils ont installé le drapeau lunaire, ont fait des expériences et ont parlé au président Nixon avant de partir. Ils ont également effectué des vérifications et installé des outils scientifiques tels qu'un sismomètre et un réflecteur laser. Alors qu'Armstrong explore un cratère voisin, Aldrin commence à prélever un échantillon de la surface lunaire. Ils ont soigneusement soulevé le matériel lunaire et les boîtes de film jusqu'à l'écoutille à l'aide d'une poulie. Après avoir tout transféré dans le système de survie du module lunaire, ils se sont débarrassés du matériel inutile, ont fermé l'écoutille et se sont reposés. Ils ont ensuite décollé à bord de l'étage ascendant d'Eagle pour rejoindre Collins à bord de Columbia en orbite lunaire. Une fois qu'ils se sont rencontrés, ils ont quitté l'étage de remontée en orbite lunaire, et Columbia a commencé à retourner sur Terre. Ils se sont écrasés dans l'océan Pacifique à l'est de l'île de Wake le 24 juillet, après une mission d'une durée totale de 195 heures, 18 minutes et 35 secondes. Après Apollo 11, Aldrin a continué à travailler dans le domaine spatial et a participé à la conception de la navette spatiale. Lorsque le programme Apollo a pris fin, il est retourné dans l'armée de l'air en 1971. Pendant son séjour à la NASA, Aldrin a passé 289 heures et 53 minutes dans l'espace, dont 7 heures et 52 minutes consacrées à des activités extravéhiculaires. Il a mentionné l'observation de la face cachée de la Lune lors de la mission Apollo. Même s'il n'y a pas atterri, les astronautes comme lui ont eu la chance de la voir en orbite autour de la Lune. Sa description de la face cachée comme une magnifique désolation rend compte de sa nature austère, stérile et impressionnante. Bien qu'elle reçoive la lumière du Soleil comme la face proche, la face cachée n'a pas la sombre maria ou les plaines que l'on voit sur la face proche, et est au contraire accidentée avec de nombreux cratères d'impact et des montagnes. La face cachée de la Lune subit d'importants changements de température. Pendant les 2 semaines que dure le jour lunaire, les températures peuvent atteindre 127 degrés Celsius, soit 260 degrés Fahrenheit, ce qui est suffisamment chaud pour faire fondre certains métaux en cas d'exposition directe à la lumière du Soleil. A l'inverse, pendant les 2 semaines que dure la nuit lunaire, les températures chutent brusquement à moins 173 degrés Celsius. Ou moins 280 degrés Fahrenheit, gelant la plupart des substances en raison de l'absence d'isolation atmosphérique. Cette région lunaire ressemble aux paysages désolés que l'on trouve sur d'autres corps célestes comme Mercure et Callisto. On y trouve notamment l'un des plus grands cratères du système solaire, le pôle Sud, le bassin d'Aitken, qui mesure environ 2500 km de diamètre et se situe près du pôle Sud de la Lune. Historiquement, l'exploration de la face cachée a été limitée. Cependant, environ 18% de la face cachée peut être observée sporadiquement depuis la Terre grâce à la libration, un léger balancement ou une oscillation de la Lune au cours de son orbite autour de la Terre, ce qui permet aux observateurs sur Terre de voir différentes parties de la surface de la Lune au fil du temps.
Malgré sa rotation et son orbite synchronisée, la vibration se produit en raison de changements dans la vitesse orbitale de la Lune et dans l'angle de son axe, ce qui nous permet de voir une partie de la face cachée de la Lune depuis la Terre. Les 82% restants sont restés invisibles jusqu'en octobre 1959, date à laquelle la sonde soviétique Luna 3 a pris les premières photos de la face cachée, révélant de nouveaux reliefs. Ces images, ainsi que les données d'autres missions soviétiques, ont donné lieu au premier atlas de la face cachée, publié par l'Académie des sciences de l'URSS en novembre 1960, qui répertorie 500 caractéristiques et offre de précieuses informations. D'autres missions soviétiques, comme Luna 3 en 1965, ont révélé plus de détails, notamment des chaînes de cratères étendues. La deuxième partie de l'atlas de la face cachée de la Lune, basée sur les données de Luna 3, a élargi le catalogue à 4000 caractéristiques. La sonde Ranger 4 de la NASA a été la première mission américaine à atteindre la face cachée en avril 1962, mais elle n'a pas fourni de données scientifiques. Le programme américain Lunar Orbiter, qui s'est déroulé de 1966 à 1967, a permis d'effectuer la première cartographie complète de la face cachée, avec des images détaillées. L'homme a vu la face cachée pour la première fois lors de la mission Apollo 8 en décembre 1968. Les missions et sondes ultérieures ont permis de documenter davantage sa surface. Malgré les interruptions de communication, les propositions d'atterrissage sur la face cachée ont été confrontées à des défis, mais les progrès récents, comme le satellite relais chinois Kuaqiao en 2018, ont amélioré la communication. Le 320 janvier 19, Chang'e 4 a réalisé le premier atterrissage en douceur sur la face cachée, équipé d'outils scientifiques avancés pour des recherches révolutionnaires. Une découverte importante a été la cartographie détaillée des matériaux éjectés de la Lune grâce à l'analyse de sa structure interne à l'aide du radar pénétrant lunaire à bord du rover U-2. Cette exploration a permis de révéler le passé géologique de la face cachée de la Lune, donnant des indications précieuses sur la façon dont la Lune s'est formée et a évolué. La mission a également permis de mieux comprendre la géologie lunaire, jetant les bases d'études scientifiques futures et de missions lunaires potentielles. Les scientifiques suggèrent de placer un grand radiotélescope sur la face cachée afin de profiter de son bouclier naturel contre les signaux radio en provenance de la Terre, ce qui améliorerait considérablement les observations et les recherches astronomiques. Le terme « face cachée de la Lune » fait référence à la nature inconnue de cette région avant l'exploration. Bien qu'elle reçoive une lumière solaire similaire à celle de la face proche, des facteurs tels que la brillance de la Terre et les éclipses lunaires peuvent affecter l'équilibre de la lumière. En outre, le terme « sombre » fait également référence aux difficultés de communication avec les engins spatiaux situés sur la face cachée, car le contact radio direct avec la Terre est bloqué. L'environnement radio calme de la face cachée la rend idéale pour la radioastronomie, ce qui permet d'y placer des radiotélescopes comme ceux qui se trouvent dans les cratères en forme de bol ou le cratère d'Adalu. Ces caractéristiques naturelles offrent des possibilités d'installation de télescopes fixes et à grande échelle, améliorant ainsi la capacité des astronomes à étudier l'univers sans perturbation. Pour utiliser pleinement les radiotélescopes sur la face cachée de la Lune, nous devons relever des défis tels que la contamination par la poussière lunaire, la protection contre les éruptions solaires et le blindage contre d'autres sources radio afin de garantir leur efficacité dans la capture des signaux à distance. Toutefois, ces défis sont surmontables avec le temps et une planification minutieuse. De futures missions sont proposées avec beaucoup d'ambition, comme le déploiement d'un observatoire robotisé tel que l'atterrisseur de l'expérience électromagnétique de surface lunaire pour mesurer les ondes électromagnétiques provenant des premiers instants de l'univers. En outre, la face cachée offre des possibilités d'exploration des ressources et de colonisation lunaire potentielle, en particulier dans ces régions Maria, qui sont protégées du vent solaire par la Terre et dont on pense qu'elles contiennent de fortes concentrations d'hélium-3, un isotope précieux pour les réacteurs de fusion. Cela ouvre la voie à la production d'énergie durable et encourage l'établissement de bases lunaires pour l'extraction des ressources et la recherche. Néanmoins, des obstacles importants subsistent. Les fluctuations extrêmes de température posent des défis considérables à l'exploration et à la colonisation de la Lune. Les engins spatiaux, les habitats et les infrastructures doivent être conçus pour résister à ces variations afin de garantir leur sécurité et leur fonctionnalité. En outre, des systèmes de chauffage et de refroidissement efficaces sur le plan énergétique sont essentiels pour maintenir des conditions de vie convenables pour les astronautes et les colons. Malgré ces difficultés, les avantages potentiels de ces projets sont considérables. Du thorium, un type de matériau radioactif qui peut être utilisé comme combustible pour les réactions nucléaires, a été trouvé sur la face de la Lune opposée à la Terre.
Par exemple, il y a un endroit appelé l'anomalie Compton-Belkovich du thorium sur la face cachée de la Lune, où il y a beaucoup de thorium rassemblé en un seul endroit. Les scientifiques et les chercheurs s'intéressent particulièrement à cette anomalie car elle les aide à comprendre la composition de la Lune et la façon dont elle s'est formée. Le thorium se trouve souvent dans des zones de la Lune où il y a de grands bassins plats appelés bassins de mare lunaire, et des endroits où des astéroïdes se sont écrasés en laissant des cratères. On pense que les volcans ou les impacts d'astéroïdes ont fait remonter le thorium à la surface. Cette découverte est passionnante car elle pourrait permettre d'utiliser le thorium comme source d'énergie lors de futures missions sur la Lune et lorsque des personnes commenceront à y vivre, le thorium est considéré comme une bonne option en tant que combustible, car il y en a beaucoup. Il produit moins de déchets radioactifs et ne risque pas d'être utilisé pour fabriquer des armes. L'utilisation du thorium pourrait constituer une source d'énergie régulière et durable pour la production d'électricité, le chauffage et le déplacement d'engins spatiaux sur la Lune. Le thorium fait l'objet d'une grande attention car il pourrait être utilisé comme combustible pour un type de réaction nucléaire appelé fusion nucléaire. Ce processus combine les noyaux atomiques pour libérer beaucoup d'énergie, contrairement à la fission nucléaire, qui consiste à diviser les atomes. L'un des grands avantages du thorium est qu'il est plus abondant que l'uranium, qui est généralement utilisé dans les réacteurs à fission nucléaire. L'utilisation du thorium pour la fusion nucléaire pourrait également produire moins de déchets radioactifs, qui restent radioactifs pendant longtemps, et pourrait réduire le risque que des pays l'utilisent pour fabriquer des armes. Même si nous ne savons pas encore comment faire fonctionner la fusion nucléaire au thorium à un niveau pratique, il s'agit d'un domaine de recherche prometteur. Une fois les défis techniques relevés, ces réacteurs pourraient être utilisés pour alimenter des bases lunaires, des véhicules et des infrastructures sur la Lune. Ce type d'approvisionnement en énergie pourrait être continu et fiable, soutenir des missions à long terme et nous aider à créer des colonies permanentes sur la Lune, ce qui, à l'heure actuelle, semble sortir d'une histoire de science-fiction. En ce qui concerne l'exploration lunaire, des événements récents comme la mission indienne Chandrayaan-3 montrent que nos aventures sur la Lune ne font que commencer. La mission Chandrayaan-3, lancée le 14 juillet 2023, était composée d'un atterrisseur lunaire, d'un rover et d'un module qui l'ont conduit de l'orbite terrestre à l'orbite lunaire. Elle est entrée dans l'histoire en se posant près du pôle sud lunaire le 23 août 2023, faisant de l'Inde le 4e pays à se poser sur la Lune. Ce succès a mis en évidence l'expertise de l'Inde en matière de technologie spatiale et son ambition de devenir un acteur majeur de l'exploration spatiale à l'échelle mondiale. La mission Chandrayaan-3 a permis de faire des découvertes fascinantes, notamment les différences de température inattendues observées à la surface de la Lune. Les données de l'instrument CHAST ont montré une large gamme de températures allant jusqu'à 70 degrés Celsius près de la surface, remettant en cause les prédictions antérieures. En outre, la mission a identifié du soufre sur la surface lunaire près du pôle sud, une découverte révolutionnaire rendue possible grâce à l'instrument de spectroscopie par claquage induit par laser du rover Pragyan. Elle a également détecté une série d'autres éléments, dont l'aluminium, le calcium, le fer, le chrome, le titane, le manganèse, le silicium et l'oxygène. En outre, l'ISRO, l'agence spatiale indienne, a partagé des données sur la densité du plasma qui nous ont donné un aperçu de l'environnement plasmatique à proximité de la surface. La mission a également effectué des mesures sismiques, capturant les vibrations des mouvements du rover et une probable secousse lunaire, semblable à un tremblement de terre. Ces résultats ont considérablement amélioré notre compréhension de la composition de la surface de la Lune, de ses propriétés thermiques et de ses attributs géophysiques, jetant ainsi des bases solides pour les futures missions d'exploration lunaire. La compétition historique dans l'espace entre les agences spatiales américaines et soviétiques a marqué un moment important dans l'histoire de l'humanité, notre cheminement vers la conquête de l'espace. La civilisation n'est peut-être pas aussi éloignée que nous le pensions, avec la possibilité pour l'homme de vivre dans des régions éloignées de l'univers, à commencer par la Lune. Bien que les États-Unis et la Russie aient été les premiers à explorer la Lune, de nombreux pays d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient et du Pacifique Sud participent aujourd'hui activement à l'exploration lunaire. Il est intéressant de noter que seules 12 personnes ont eu l'honneur de marcher sur la Lune, tout étant des astronautes américains des missions Apollo entre 1969 et 1972. Étonnamment, ce nombre n'a pas changé depuis plus de 50 ans, ce qui fait de ces astronautes de l'ère Apollo un groupe exclusif. Malgré les progrès de l'exploration spatiale et l'intérêt mondial, personne n'est retourné sur la Lune depuis la dernière mission Apollo en 1972, mais cela pourrait bientôt changer. La Chine, par exemple, est devenue un acteur clé de l'exploration lunaire, franchissant des étapes importantes avec des missions comme Chang'e 3 en 2013 et Chang'e 4, qui s'est posé sur la face cachée de la Lune en 2019.
La prochaine mission Shanghi 6 de la Chine prévoit de collecter des échantillons de la face cachée et vise ouvertement à envoyer des astronautes sur la Lune d'ici à 2030. Des entreprises privées aux États-Unis, en Inde, en Australie et ailleurs développent des technologies pour l'exploration lunaire, dans le but de tirer profit de l'intérêt croissant pour l'espace, alors que de nombreuses nations et entités commerciales se joignent à la course à l'exploration lunaire. L'avenir est prometteur, l'établissement d'une économie lunaire axée sur la recherche, l'innovation et l'utilisation des ressources pourrait ouvrir de vastes opportunités pour l'exploration spatiale, avec des investissements continus dans les missions lunaires. La prochaine phase de l'exploration spatiale semble être collaborative et pleine d'avancées potentielles. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyage Quantique. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour voir d'autres vidéos époustouflantes comme celle-ci.